Strasbourg, une ville posée au bord du Rhin, juste en face de l'Allemagne. Une métropole prospère qui, tout au long de son histoire, a tiré sa richesse d'une situation géographique exceptionnelle. Un patrimoine architectural qui reflète à la fois la puissance et la domination de la ville, mais aussi la convoitise à laquelle Strasbourg a dû faire face au cours de son histoire. Parmi les bâtiments les plus exceptionnels de cette ville, 3 d'entre eux permettent de balayer près de 1000 ans d'histoire. Ils témoignent aujourd'hui de l'extraordinaire capacité des hommes à se surpasser pour marquer l'architecture de leur ville à jamais. La cathédrale, le barrage Vauban et la gare centrale. La gare est toujours un bâtiment de prestige dans l'esprit allemand. La cathédrale, c'est vraiment la Jérusalem céleste sur terre. On pourrait dire une architecture de lumière. Qu'est-ce qui les guidait à vouloir aller toujours plus haut, à se surpasser? Voilà, ils voulaient atteindre l'éternité, en définitive, à travers ce monument. Le barrage Vauban appartient à cette conception stratégique de la place forte qui doit tenir contre une artillerie moderne. Qui est à l'origine de ces 3 monuments exceptionnels? Quels moyens ont été imaginés par les bâtisseurs pour les construire? Et quels secrets se cachent derrière leur architecture? La flèche de la cathédrale de Strasbourg, voilà, c'est phénoménal parce qu'on se retrouve avec cet élément géométriquement incroyable qu'on a du mal à s'imaginer en termes de conception sans avoir accès aujourd'hui à un ordinateur. C'est un infarctus. On n'a jamais vu ça. Soudain, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive. L'objectif, c'était de rendre le barrage, on appelait ça comme ça, à l'épreuve des bombes. La gare, c'est le premier bâtiment, d'ailleurs, strasbourgeois qui est entièrement électrifié. Donc là, il y a vraiment une volonté d'épater, d'une certaine façon, d'épater la galerie, on dirait aujourd'hui. Grâce aux meilleurs spécialistes du patrimoine de Strasbourg, à des reconstitutions en images de synthèse et à des prises de vue aériennes inédites, vous allez comprendre comment ces édifices strasbourgeois sont sortis de terre. Voici l'histoire de la construction de 3 des plus beaux monuments de Strasbourg, tout droit sortis de l'imaginaire et du génie humain. C'est une silhouette qu'on reconnaît de très loin, un peu comme un phare qui accroche le regard et que tous les habitués identifient au premier coup d'œil. La cathédrale de Strasbourg, une œuvre grandiose qui semble défier l'apesanteur malgré ses dimensions colossales. Un prodige du gigantesque et du délicat, selon Victor Hugo lui-même. Il a fallu des milliers de petites mains, celles des bâtisseurs, et surtout plus de 4 siècles pour arriver à ce résultat. Un chantier qui dépasse largement l'échelle humaine pour servir l'une des plus grandes causes du Moyen-Âge, la foi. Ce qui est grand est majestueux, et la gloire de Dieu demande des créations majestueuses, prestigieuses. On ne peut pas imaginer qu'un roi, qu'un évêque puisse mobiliser des donateurs, des ouvriers, des mécènes pour construire de tels bâtiments qui sont quand même gigantesques. On ne peut pas imaginer qu'ils puissent le faire pour manifester leur seule autorité. Le XIe siècle, c'est un siècle de foi. Et donc, on construit des églises à la gloire de Dieu. C'est d'abord un hommage à ce Dieu pour gagner son salut, mais évidemment, pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'évêque, mais qui est aussi homme politique, c'est une preuve de puissance par rapport aux autres territoires et diocèses. C'est un peu la course. Et c'est une course qui ne s'arrêtera jamais. Une course au gigantisme qui va marquer à jamais le visage de Strasbourg. Celui qui se lance le défi de bâtir une cathédrale hors norme est un évêque de la ville, le 42e du nom. Il monte sur le trône en l'an 1001. Il s'appelle Werner de Habsbourg.
C'est un personnage qui est un prince de l'Église, en définitive, et puis tout son prestige, voilà, il va le mettre dans la construction de ce bâtiment qui va symboliser sa puissance propre, celle de l'Église, celle de la ville de Strasbourg, puis celle de la bourgeoisie aussi, des bourgeois de la ville. Ce bâtiment, c'est le résultat d'un pari fou que lance Werner. Celui de construire une église exceptionnelle, histoire de laisser son nom gravé dans la pierre. Le chantier de la basilique de Werner démarre en l'an 1015. Et c'est un événement, car c'est tout simplement l'ancêtre de la cathédrale actuelle de Strasbourg qui sort de terre. Strasbourg, je pense, tout au long du Moyen-Âge, compte parmi les grandes villes de l'Empire, même si elle n'avait peut-être que pas plus que 2000 habitants. Et malgré tout, ils vont construire une vaste cathédrale romane qui est presque sans mesure, si on peut le dire. Elle compte à l'époque parmi les plus grandes cathédrales en Europe. Cette cathédrale, elle sort pour le coup ex nihilo, c'est-à-dire que c'est un plan ottonien, donc on a un transept, une nef, une abside et une façade à 2 tours. On a des murs épais avec des petites ouvertures, des petites baies qui peuvent être éclairées aussi par un principe de verrière. Et voilà, donc c'est certainement des bâtiments imposants et sombres en définitive. La basilique de Werner, construite il y a plus de 1000 ans, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Une seule certitude, elle mesure plus de 110 mètres de long et sa nef s'élève à 27 mètres de hauteur. Au sol, le plan de cette basilique correspond exactement à la cathédrale actuelle de Strasbourg. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont les fondations de Werner qui vont servir à supporter la future cathédrale strasbourgeoise. On a perdu un peu l'élan. Là, on est situé sous la chapelle Saint-Laurent. Et là, on est en face à face avec les fondations dites de la basilique de Werner. Donc là, il faut imaginer qu'on est face à des fondations qui ont 1000 ans d'existence. Donc il y a un aspect aussi émouvant déjà, puisque là, on parle souvent de cette basilique, mais là, on est vraiment en résonance avec de la matière. On a devant nous tout ce qui tient à peu près tout l'édifice. Les fondations de la cathédrale de Werner. Ils nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle a dû être. Parce qu'en fonction de la profondeur et de la puissance, de l'épaisseur des fondations, on peut imaginer ce que c'était censé porter. Donc là, effectivement, on est sous un mur, elle est relativement étroite et assez peu profonde. Et ensuite, donc, la couche supplémentaire, c'est contrefort gothique. Donc on imagine le chantier où les fondations étaient reprises. Donc on n'a pas touché à ce qui existait, on a renforcé en fonction de ce qu'on avait prévu d'élever. Et donc là, tout est lisible, on a tout sous les yeux. En quelques mètres carrés, on peut se projeter un peu dans tous les sens. Ces fondations sont les seuls témoins d'une véritable métamorphose. Celle qui va transformer l'ancienne basilique romane de Werner en chef-d'œuvre absolu de l'art gothique. Près d'un siècle de chantier pendant lequel l'ancien bâtiment va disparaître petit à petit pour laisser la place à la cathédrale de Strasbourg telle que nous la connaissons. L'arrivée de l'art gothique à Strasbourg est visible dans le bras sud du transept. On voit que quasiment du jour au lendemain, on passe de l'art roman à l'art gothique. Mais il faut imaginer, tout d'un coup, au début du XIIIe siècle, il y a un architecte qui vient probablement de l'Île-de-France, des grands chantiers des cathédrales de Reims, de Chartres, Notre-Dame peut-être, qui est embauché à Strasbourg et on imagine c'est lui avec ses sculpteurs, ses tailleurs de pierre qui va amener avec lui ce nouveau style complètement révolutionnaire, si on veut, pour la région ici. C'est un infarctus. On n'a jamais vu ça. Soudain, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive. J'imagine la tête des Strasbourgeois quand ils ont vu le pilier des anges, quand ils ont vu l'achèvement des parties hautes du bras sud du transept. Ça a dû être un choc. La révolution technologique du gothique est en marche et elle va permettre de faire de la cathédrale de Strasbourg un véritable exploit architectural.
Le premier élément à en bénéficier, c'est la nef, le vaisseau de la cathédrale strasbourgeoise. Celui qui va lui offrir ce volume exceptionnel et cet élancement spectaculaire propre à l'architecture gothique. Alors cette nef, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un squelette de pierre et surtout des grandes baies qui laissent rentrer la lumière à foison. L'art, l'esthétique de la nef est jubilatoire. Il y a la lumière qui est là. Et finalement, très peu de matière minérale. Tout simplement parce que partout, il y a ces vitraux, partout, il y a cette lumière qui rentre. Voilà, la grande différence, elle est là. Les constructeurs de la nef ont gagné confiance dans leur technicité. On n'empile plus des briques et des pierres qui donnent une certaine solidité, mais on se rend compte qu'on peut monter très haut, finalement, avec une structure assez fine. Cette nef, c'est l'exemple parfait de l'application d'un des principes techniques les plus innovants de l'architecture gothique. Celui de la répartition des forces verticales qui s'exercent sur la structure de la cathédrale. Le premier élément permettant de réaliser ce transfert s'appelle la voûte d'ogive. Il oriente la poussée exercée par le sommet de la nef, par la charpente et par la toiture, vers des piliers porteurs situés de part et d'autre de la nef. La voûte d'ogive, par un jeu de nervures, les forces quand on appuie sur la voûte, les forces vont plutôt se répartir de façon verticale, ce qui permet d'avoir des points d'appui beaucoup plus fins et d'avoir un besoin en contrefort extérieur beaucoup moins important aussi. Les contreforts extérieurs, les voici. Ils sont systématiquement associés à un autre élément de structure essentiel de l'architecture gothique, l'arc-boutant. Une sorte de poutre de pierre posée contre le mur, un peu comme une échelle. Grâce à lui, une partie de la poussée verticale transmise par les voûtes d'ogive est transférée vers l'extérieur de la cathédrale, puis vers le sol. Ce qu'on cherche à faire dans la nef, c'est d'avoir des points porteurs le plus fin possible et le plus haut possible, les arcs-boutants le plus fin possible. C'est-à-dire qu'en fait, la structure porteuse, ça va être uniquement les piliers, les arcs-boutants, les arcatures et les nervures des voûtes. Voilà. Ce qui fait que ça libère complètement l'espace entre les piliers. Donc vous pouvez faire d'énormes fenêtres remplies de vitraux, tous plus magnifiques les uns que les autres. Parce qu'en fait, constructivement, il n'y a plus rien qui porte dessus. Grâce à ces avancées techniques révolutionnaires du gothique, les murs de la nef de la cathédrale de Strasbourg disparaissent totalement, malgré ses dimensions hors du commun. 63 mètres de long sur 32 mètres de large. De quoi permettre l'installation de vitraux monumentaux. Ce qui joue beaucoup aussi dans la pensée de l'époque, c'est vraiment la Jérusalem céleste sur terre. Et via ces espaces lumineux qui laissent rentrer la lumière par des verrières où se dévoile l'historique de la Bible, toutes les scènes, les saints, les saintes, les petits personnages qui expliquent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Finalement, c'est vraiment l'exemple d'une, oui, on pourrait dire une architecture de lumière. La nef est achevée en un temps record, une quarantaine d'années seulement pour bâtir ce vaisseau gigantesque. Mais il reste encore beaucoup à faire et un défi de taille attend les bâtisseurs. La construction d'un des éléments les plus complexes de ce chantier hors norme, la monumentale façade occidentale. C'est une salle aux allures de coffre-fort, à l'intérieur de laquelle seuls quelques privilégiés ont le droit de pénétrer. Elle protège un véritable trésor à la valeur inestimable. Voici les plans d'origine de la cathédrale de Strasbourg. Une trentaine d'esquisses, de croquis et de dessins d'architectes ultra précis. Les plus anciens d'entre eux ont plus de 800 ans. Moi, je vois vraiment des
documents de travail dans ces dessins d'architecture. Il fallait convaincre le commanditaire, alors soit l'évêque, soit le conseil municipal. Les architectes ont couché sur papier leurs idées, leurs projets assez avancés, si on veut dire déjà. Ces plans seront retransmis de maître d'œuvre en maître d'œuvre, hein, depuis premier plan début XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc ces plans nous sont parvenus aujourd'hui dans un état de conservation remarquable. Personne ne sait vraiment qui sont les auteurs de ces incroyables dessins. Mais pour certains d'entre eux, un nom circule. Erwin de Steenbach. Celui dont le prénom est resté gravé à tout jamais dans l'histoire de la construction de la cathédrale de Strasbourg. Erwin entre en scène sur le chantier en 1284. Erwin n'a que 33 ans. Il faut imaginer, 33 ans, c'est jeune en définitive. Donc voilà, il est prédisposé à amorcer ce nouveau chantier de reconstruction du Massif occidental. On va dire que c'est un génie pour l'époque. On imagine que Maître Erwin, il vient d'un chantier en Île-de-France, peut-être Notre-Dame de Paris, car si on compare la Grande Rosace, on est très très proche avec ce qu'on voit sur les transepts de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Et donc Erwin va mettre tout son talent à l'édification de ce Massif occidental dans toute sa verticalité. Donc c'est magnifique. Il faut imaginer la pression qu'il a sur les épaules. Les commanditaires sont là, c'est quand même Strasbourg une ville riche. Il y a une ambition incroyable des commanditaires et puis du maître d'œuvre en soi. Il faut être capable quand même de dire on y va, quoi. Ok, pari tenu, on y va. Pour lui, c'est le chantier de sa vie. Erwin va consacrer près de 35 années de sa vie à ce chantier. Il est considéré comme le père de cette façade grandiose. Son intervention commence par le rez-de-chaussée avec ses 3 portails. Puis il s'attaque au premier étage et à la fameuse rosace, 13,60 mètres de diamètre, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. C'est l'une des plus grandes rosaces d'Europe. Mais le travail d'Erwin ne s'arrête pas là. Pour venir à bout de cette façade, il va imaginer une technique totalement révolutionnaire pour l'époque. Son idée de génie, qu'il va reprendre d'ailleurs sur le modèle de certaines cathédrales françaises, c'est d'habiller cette cathédrale par un mur rideau, c'est-à-dire il va dédoubler la façade. C'est la véritable trouvaille d'Erwin. Concevoir cette façade grâce à un procédé de double paroi. La première d'entre elles est porteuse, notamment grâce à ses immenses contreforts. De quoi constituer une muraille puissante pour le gros œuvre. Ce mur porteur permet d'accrocher une seconde peau qui contraste avec la première par sa légèreté. On l'appelle la harpe de pierre. Un monumental décor de grès vertical de plus de 60 mètres de haut. Le mur porteur est complètement caché derrière ce qu'on appelle souvent la dentelle de la pierre. C'est une espèce de harpe en pierre qui cache complètement comme un voile le mur porteur. Avec un décor incroyable, des petits meneaux, des arcatures, des gables. Et après, il y a des barres de métal qui viennent à relier la harpe de pierre au mur porteur. Ce qui fait que quand vous promenez à l'intérieur de la façade, vous avez en fait une forêt d'éléments métalliques qui viennent retenir cette harpe de pierre, mais qu'on voit quasi pas d'extérieur en fait. Voilà donc le secret des bâtisseurs. C'est cet espace qui sépare de quelques dizaines de centimètres seulement la paroi porteuse du décor de pierre. Entre les deux, un dédale de coursives étroites court tout le long de la façade de la cathédrale. De quoi créer cette extraordinaire impression de relief. Ce décor en harpe donne toute cette profondeur, toute cette légèreté, toute cette élégance à quelque chose qui pourrait être très, très massif. Finalement, ça crée des lignes de fuite qui élèvent le regard. Tout est porté vers le haut dans cette façade. Et c'est toute l'ingéniosité qui n'a jamais été reprise ailleurs, mais qui a été inventée à Strasbourg. Comment donner de la verticalité à un élément comme ça? C'est surtout l'après-midi, quand il y a le soleil qui touche la façade, que vous avez un jeu incroyable de lumière et de l'ombre. Elle change quasiment toutes les secondes. Vous avez vraiment un effet de profondeur, en même temps de légèreté. Ça va amener vraiment une transparence au monument. Et c'est cet effet de transparence depuis le parvis qui va flatter nos yeux en définitive.
La façade encadrée par ces 2 tours est achevée en 1371. Il aura fallu 1 siècle au total pour élever ce bloc monumental et finement sculpté. Puis il faudra encore 5 décennies pour compléter cette façade par le beffroi. Et poser l'octogone sur la tour nord, ce qui permet de franchir la barre symbolique des 100 mètres de haut. Tout est alors prêt pour que Strasbourg se lance dans un gigantesque pari engagé par les bâtisseurs partout en Europe. On a une espèce de course entre Berne, Vienne, Cologne, sur les projets de flèches. Donc on s'arrache les architectes stars de l'époque pour les faire venir travailler sur le chantier. Ils travaillent souvent sur plusieurs chantiers à la fois d'ailleurs. Il faut s'imaginer ça comme un monde très itinérant. Et le but étant de construire le plus haut. Le plus haut. Pour atteindre les sommets et remporter le titre de cette course à la hauteur, les bâtisseurs vont concevoir un élément qui est encore considéré aujourd'hui comme une prouesse architecturale inégalée. En l'espace d'une petite trentaine d'années, on construit la flèche elle-même. Et on aboutit alors à un schéma absolument extraordinaire, une espèce de doigt dressé vers le ciel. Nous sommes à 142 mètres et 11 cm, très précis, d'élévation. Et cela double très exactement l'altitude de la ville. Et Strasbourg deviendra à ce moment-là l'édifice le plus élevé de la chrétienté. Et le restera jusqu'au 19e siècle. Il faut s'imaginer, les pyramides, c'est juste 50 cm plus haut que la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est phénoménal. Et c'est dans une ville qui est rikiki. Mais comment relever le défi de cette flèche de tous les records, tout en coiffant la cathédrale d'une œuvre d'art à l'esthétique unique? L'homme qui va trouver la solution est un architecte et un ingénieur de génie. Il s'appelle Jean Hulce. Il conçoit une flèche inédite dont la structure est entièrement creuse. Et pour couronner le tout, il imagine un entrelacement de 8 escaliers vertigineux, courant sur les arêtes de la flèche et s'appuyant les uns sur les autres sans aucun support central. C'est une tiare de pierre, c'est un principe de 8 arbalétriers, c'est-à-dire 8 poutres qui forment, on va dire, un tipi, une pyramide sur plan octogonal. Et sur ces arbalétriers, donc, il va habiller, coiffer cette structure qui est porteuse en définitive. Et il va simplement coiffer une série de 8 escaliers sur ces arêtiers. Donc on a 8 escaliers qui permettent d'accéder au sommet, donc aux 140 mètres de la cathédrale. Et donc on se retrouve avec cet élément géométriquement incroyable qu'on a du mal à s'imaginer en termes de conception sans avoir accès aujourd'hui à un ordinateur. Voilà. Donc il y avait certainement aussi tout un travail en volume de maquettes qui avait dû faire à l'époque, qui a complètement disparu. Enfin, certainement, parce que c'est pas possible en dessin comme ça d'arriver à concevoir une telle perfection géométrique et une telle complexité. Ça se retourne en montant le long d'une arête, enfin, pour que tout ça arrive au bon endroit au bon moment. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Un exploit architectural sans équivalent qu'il faut maintenant répéter pour la tour sud. Car tous les plans des maîtres d'œuvre qui se sont succédés sur le chantier ont toujours prévu une façade symétrique. On commence vaguement à construire la deuxième tour, on le voit parce qu'il y a un départ d'escalier, et on ne va pas plus loin. Alors pourquoi? Peut-être les moyens commençaient à manquer, peut-être était-on tout simplement épuisé, et puis il y avait cette silhouette extraordinaire. Je crois que ça a beaucoup compté. On a dû se dire, attendons un peu. Un ovni architectural qui va conserver à jamais son unique flèche. De quoi faire de cette silhouette extraordinaire l'emblème d'une ville et de toute une région. 1439, c'est la fin officielle du chantier de la cathédrale. Plus de 4 siècles au total pour construire ce que certains baptisent désormais la 8e merveille du monde. L'homme n'avait jamais rien bâti d'aussi haut. La flèche de Strasbourg, c'est un peu le phare aujourd'hui de l'Alsace. On le voit de loin, voilà, j'allais dire à 50 km à la ronde, voilà. Elle représente tout le génie des bâtisseurs. Et pour la bourgeoisie, quoi de mieux que d'avoir cette enseigne, cette publicité d'un monument aussi haut qui se voit de très loin.
Quand on arrive aujourd'hui depuis l'Est, depuis l'Ouest, depuis le Sud, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette flèche qui est transparente. Il y a une part de rêve et d'indicible dans cette flèche. Et je crois que c'est ça qui la rend tout simplement éternelle. Désormais, Strasbourg est à l'apogée de son rayonnement. Tous les regards sont braqués sur cette cité hors du commun, de quoi susciter de très nombreuses convoitises. Notamment celle du royaume auquel elle a toujours tourné le dos, le royaume de France. Strasbourg, une ville libre depuis 1262. Depuis que les bourgeois de la ville se sont révoltés et ont chassé l'évêque qui les gouvernait. Un statut unique qui offre une autonomie presque totale. Alors pour le roi de France, c'en est trop. Louis XIV tape du poing sur la table face à cette situation qui dure depuis plus de 4 siècles. Strasbourg, là, petite république qui prétend continuer à mener sa diplomatie, sa propre politique, de battre sa propre monnaie, de ne pas se soumettre à l'autorité du roi, tout simplement, c'est pas possible. Pour Versailles, ce n'est pas possible. Alors le roi veut s'emparer à tout prix de Strasbourg. Et il ne va laisser aucune chance à la ville. À l'automne 1681, il déclenche l'une des opérations les plus spectaculaires de son règne, l'encerclement de la ville par toute une armée. Près de 30 000 soldats qui vont contraindre Strasbourg en 2 jours seulement à intégrer le royaume de France. Il y a autant de militaires français aux portes de la ville qu'à peu près d'habitants à Strasbourg. Donc la situation est sans issue, d'autant plus que les Français menaçaient de raser la ville. Il valait mieux se rendre au roi de France et essayer de négocier cette reddition plutôt que de prendre le risque d'une attaque militaire qui laisserait la ville certainement en très mauvais état. Strasbourg, une nouvelle possession pour le royaume de France. Une ville riche, à la valeur inestimable. Mais comment la protéger efficacement? Un mur de fortification existe déjà autour de la ville. C'est le seul rempart contre une éventuelle invasion ennemie. En 1681, la ville est déjà très bien fortifiée. Tout au long du XVIe siècle, il y a eu des ingénieurs militaires de grande valeur et qui ont été au service de la ville, et la ville n'a pas arrêté d'investir pour renforcer ses défenses. Depuis le XIIe, XIIIe siècle, la ville s'est dotée de murailles très puissantes, de batteries, de bastions, dans tous les secteurs fragiles, contre une éventuelle attaque. La ville serait presque inattaquable. Mais pour Louis XIV, cette fortification ne suffit plus à protéger efficacement la ville. Alors il fait appel à son meilleur ingénieur militaire. Vauban débarque à Strasbourg. Vauban, dès début octobre, donc quelques jours après la capitulation, rend un premier rapport sur la ville. Donc il constate que les fortifications, c'est une ligne défensive qui date du Moyen-Âge, du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle, qui a déjà un embryon de système bastionné, mais qui n'est pas complet sur tout son tracé. Et donc Vauban, il va proposer de terminer le travail et surtout de l'homogénéiser. En 2 mois à peine, Vauban échafaude un projet pharaonique pour Strasbourg. 275 hectares de fortification au total, soit l'équivalent de la taille de la ville. Son objectif, améliorer la protection du centre, riche et stratégique, en renforçant le rempart existant. Face au Rhin, il crée une citadelle selon son schéma favori de la place forte en étoile. Un pentagone parfait qui permet d'installer 6000 soldats. De quoi protéger efficacement la ville côté est. Mais il reste un point faible à l'opposé. Il se trouve ici, à l'endroit exact où la rivière qui traverse Strasbourg, l'Ill, entre dans le centre historique. Un véritable talon d'Achille pour le système défensif de la ville. La voie d'eau, c'est d'abord une source de richesse pour la ville. Mais bien évidemment, c'est aussi un handicap sur le plan de sa protection. Sur le plan de sa défense.
c'est une voie d'entrée naturelle dans Strasbourg. Mais évidemment, militairement, c'est un grand danger, puisqu'il y a un trou dans les fortifications. Dans le sens du courant, un bateau qui était mis sur la rivière pouvait arriver extrêmement vite et puis assiéger, enfin rentrer dans la ville de façon extrêmement simple. Donc là, il y a vraiment un nœud stratégique, un nœud de défense qu'il était primordial de protéger d'une manière ou d'une autre. Depuis toujours, ce point précis de la rivière Isle constitue un casse-tête pour la défense de la ville. Dès le XIIIe siècle, ce site particulièrement vulnérable est obturé par une série de ponts successifs, les ponts couverts. Une succession de galeries qui forment une muraille quasi infranchissable en travers de la rivière. L'ensemble est défendu par 4 tours monumentales. Sur les 2 berges de l'île et en pointe de 2 des îlots, on a construit 4 tours, donc sur des sédiments qui étaient relativement sableux et pas très stables. La prouesse technique, elle est déjà là. On a construit 4 sortes de donjons qui émergeaient vraiment du paysage alentour et qui surplombaient la rivière. À partir de ces sortes de donjons, on pouvait se défendre contre des assaillants. Grâce aux recherches archéologiques effectuées sur place, on sait depuis peu que ces 4 tours ont été construites en 1228. Près de 800 ans plus tard, elles sont toujours là. Alors à cet étage de la tour, on est en train de s'approcher de l'étage du sommet de la tour. Et ce qu'on voit particulièrement bien ici, c'est le fait que d'un côté, la tour est très ouverte et de l'autre, elle est très fermée. Très ouverte de ce côté-là, parce que de ce côté-là, on donne sur la ville. Donc on est intramuros, alors que de l'autre côté, les organes défensifs vont être concentrés dans la partie qui est exposée à l'attaque, donc par là-bas. Et ce qu'on voit bien, c'est notamment toutes ces archères, on en voit plusieurs là derrière moi. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est que les archères sont disposées de telle manière qu'elles puissent tirer pour chercher les angles morts. On voit bien que celle-là, elle devait permettre de tirer en biais. Tirer sur les assaillants depuis le haut d'une tour, pour Vauban, spécialiste des fortifications au ras du sol, c'est une aberration. Vauban avait une expression qu'il a appliquée à un très grand nombre de lieux qu'il a été chargé de fortifier. Il avait l'habitude de dire « c'est un trou, tout juste bon à être rasé ». Là, en l'occurrence, Vauban méprisait parfaitement l'architecture médiévale et dans le cas précis, s'il avait eu les moyens, il aurait détruit les ponts couverts. Une tour élevée, ça peut servir à un ennemi à ajuster le tir de ses canons. C'est donc quelque chose de tout à fait dangereux ou haïssable. Comment remédier à la faiblesse défensive constituée par ces 4 tours et ces ponts couverts devenus obsolètes? Et surtout, en cas d'attaque, quelle solution imaginer pour sécuriser cette rivière qui débouche en plein centre-ville? Vauban connaît la réponse. Il vient tout juste d'inventer un dispositif pour colmater ce genre de brèche. Un barrage capable de provoquer une inondation. Autour de Strasbourg, nous avons des quantités de terrains qui sont vascularisés par de très très nombreux petits cours d'eau, qui sont des obstacles, et en particulier par des terrains inondables, par des marécages. L'idée de Vauban, c'est de créer un barrage en avant des anciens ponts couverts, c'est l'ancienne fortification, et surtout, c'est une écluse. C'est-à-dire qu'on peut fermer la voie d'eau, et dans ce cas-là, que se passe-t-il? L'eau, elle va se déverser dans la plaine qui se trouve au sud de la ville. Un barrage pour contrôler la rivière et utiliser l'inondation pour défendre la ville. Le barrage Vauban est né. C'est un pont de 120 mètres de long jeté en travers du cours d'eau qui repose sur 13 arches. Chacune d'entre elles est équipée de vannes, capables de se fermer hermétiquement. Résultat, un véritable barrage qui bloque l'écoulement de la rivière et provoque l'une des meilleures défenses qui soit, la montée des eaux. Tout le terrain, jusqu'à des centaines de mètres de la ville, voire des kilomètres, sera totalement impraticable par des armées, à la fois parce que le terrain inondé ne pourra pas être parcouru par des chevaux, par des pièces d'artillerie ou par des piétons. Une armée en campagne ne traverse pas une zone inondée. C'est pas possible. Il faudrait des bateaux, des radeaux, etc., ce que n'a pas une armée en campagne.
Pour renforcer la capacité défensive de cette muraille construite sur l'eau, chacune des 13 arches a des dimensions réduites, 5,50 m de large, pas plus. Une seule d'entre elles est réservée au passage de la navigation. Elle est fermée chaque nuit grâce à une lourde grille métallique. Les 12 autres arches émergent tout juste au ras de l'eau afin d'empêcher toute intrusion. Là, on est devant le barrage. On est comme en position d'assaillant qui serait sur la rivière et qui s'apprêterait à assiéger la ville. La massivité de cette façade n'a pas empêché à aménager des petites ouvertures très petites. C'est toute la série de petites ouvertures qu'on voit juste au-dessus des arches qui correspondent à d'anciennes meurtrières. Chacune de ces ouvertures, c'est un poste de tir potentiel pour un tireur armé d'un fusil ou d'un musquet qui permettait de pouvoir tirer sur les assaillants en nombre. Le barrage Vauban, d'un côté, c'est un mur en pierre extrêmement massif, percé uniquement de... Alors les arches, évidemment, pour faire passer l'eau. Ensuite, les meurtrières qui permettent de tirer au fusil. Alors que du côté de la ville, le barrage Vauban, dans son état initial de la fin du XVIIe siècle, c'était un pan de bois, ouvert sur la ville, mais et pas du tout le même aspect de massivité, de défense et de fermeture. Mais il reste une question technique à résoudre pour construire un ouvrage d'une telle massivité sur un cours d'eau. Comment bâtir une fortification de cette ampleur sur un fond de rivière vaseux, instable et soumis aux crues? Vauban va concevoir une gigantesque plateforme en bois qui va servir de fondation à l'ensemble du barrage. En fait, il y a deux sortes de planchers très puissants, l'un sur l'autre, constitué de poutres de bois qui est construit sur le fond de la rivière, qui est ensuite colmaté par du grès. Et c'est ça qui a servi de fondation au barrage Vauban. Et le barrage lui-même fait 11,60 m de largeur, la plateforme en fait 30. Donc ils ont vraiment pris de la marge de part et d'autre, en amont et en aval, pour vraiment fournir une fondation aussi solide que possible au barrage Vauban. Et ça a plutôt bien marché parce que c'est du bois, mais le bois, en milieu humide, se conserve parfaitement. Et cette fondation de la fin du XVIIe siècle, elle est toujours là. Vauban ne le sait pas encore, mais le siècle qui arrive sera celui des révolutions technologiques en matière de technique militaire. Les progrès de l'artillerie vont être considérables. Alors il y a urgence à modifier la structure du barrage pour l'adapter. Le dernier grand chantier de transformation démarre en 1863. Les stratèges français voient bien que le barrage Vauban, dans sa conception première, n'est pas suffisamment solide pour tenir éventuellement face à un bombardement moderne. Donc on entreprend ces travaux de renforcement de la structure. L'objectif de cette campagne de travaux en 1863-66, on la date à peu près dans ces années-là, l'objectif c'était de rendre le barrage, on appelait ça comme ça, à l'épreuve des bombes. À ce moment-là, on abat la paroi arrière qui était en pan de bois, on la supprime et on construit un barrage entièrement en maçonnerie de manière à ce qu'il soit capable de porter un apport de terre sur son toit. Et donc le toit du barrage Vauban à ce moment-là, c'est une sorte de cordon de terre massif qui permettait d'absorber des impacts de boulets de canon. Pour renforcer cette toiture en terre, un cerclage métallique est ajouté tout autour du barrage, dans la partie supérieure des murs. Une sorte de ceinture prévue pour absorber l'onde de choc et les vibrations en cas d'explosion. Pour sécuriser le tout, 14 tirants métalliques traversent la structure du barrage dans toute sa largeur. De quoi éviter l'effondrement de l'édifice lors d'un bombardement. Quelque part, le rôle d'une enceinte, c'est déjà de faire peur et de dissuader d'attaquer à cet endroit-là. Et quelque part, on peut considérer que ça a eu son efficacité parce que pendant plusieurs siècles, Strasbourg n'a pas été assiégée de ce côté-là. Quelle est l'efficacité réelle de ce barrage inventé par Vauban? Comment une armée en marche vers Strasbourg peut-elle réagir face à l'inondation? Ces questions vont rester en suspens jusqu'à la fin du XIXe siècle. 1870. Les armées prussiennes assiègent Strasbourg et veulent s'emparer de la ville et de toute l'Alsace-Lorraine. Les vannes du barrage Vauban sont alors fermées. Et ça marche parce que l'armée ennemie
Elle va installer ses batteries à Kehl et va pouvoir bombarder de là la citadelle. Elle installe ses batteries sur la petite hauteur de Schiltigheim, c'est-à-dire au nord de la ville. Et de là, on va pouvoir bombarder les faubourgs nord de la ville. Mais au sud, elle ne peut rien faire parce qu'il y a l'eau. Mais malgré le barrage et l'eau, Strasbourg est assiégée. Un déluge de feu s'abat sur la ville pendant près de 7 semaines. Face à la violence de ces bombardements, Strasbourg n'a plus le choix. Elle capitule devant les armées de Bismarck le 28 septembre 1870. Une défaite qui va changer à tout jamais le visage de la ville. C'est maintenant chose faite. Avec la victoire de Bismarck, Strasbourg intègre l'Empire allemand et devient une toute jeune capitale. Strasbourg devient capitale du Reichsland Elsass-Lothringen, c'est-à-dire de l'État impérial d'Alsace-Lorraine, avec donc des institutions, un gouvernement, une assemblée consultative qui va se mettre en place un peu plus tard, mais avec un statut de véritable capitale. Et ça, c'est quand même évidemment un changement tout à fait important. L'exigence est colossale car les besoins de la toute nouvelle capitale du Reichsland sont énormes. La reconstruction, elle va se faire ponctuellement donc sur les parties détruites, mais c'est un projet d'extension de la ville qui émerge donc dans les années 1870 et qui va être mis au point au début des années 1880, qui consiste à développer une nouvelle ville qui se construit donc autour de la vieille ville historique de Strasbourg. La nécessité imposait la construction d'une ville qui non seulement est flambant neuve, mais encore qui dispose de tous les équipements les plus modernes. Je pense à l'électricité, l'eau courante, le tout à l'égout, le tramway, etc. Enfin, presque une ville idéale. L'homme qui va être l'auteur de ce projet grandiose et ambitieux est strasbourgeois. Il s'appelle Jean-Geoffroy Conrad. C'est l'architecte de cette ville nouvelle qui va être entièrement construite par les Allemands. Celle qui va permettre à Strasbourg de tripler sa taille en quelques années seulement. Celle que l'on appelle aujourd'hui encore la Neustadt. On va imaginer, penser une ville fonctionnelle, avec de grandes artères. On prend le parfait contre-pied de la ville historique. Donc des avenues qui permettent de fluidifier les déplacements qui sont encore hippomobiles au début du projet et qui deviennent automobiles dans la seconde partie de cet aménagement urbain. Bon, l'idée, c'est d'imprimer la marque de l'Empire allemand. Strasbourg devient une vitrine. Vitrine de la culture, du savoir, vitrine politique également, vitrine économique dans une certaine mesure. C'est cela que l'on veut afficher. L'un des tout premiers bâtiments de la Neustadt à sortir de terre symbolise à lui seul les grandes ambitions allemandes pour Strasbourg. C'est la nouvelle gare centrale, l'emblème absolu du savoir-faire de l'Empire allemand. La gare est toujours un bâtiment de prestige dans l'esprit allemand. Et c'est la raison pour laquelle on va construire la gare dans la partie ouest de la Neustadt, développer par là même un quartier neuf, qui est un quartier marqué par une présence d'hôtels, de restaurants, de tous ces lieux qui sont nécessaires aux voyageurs en transit à Strasbourg. C'est un bâtiment donc de 150 mètres de long qui ressemble davantage à un palais de la Renaissance qu'à une véritable gare. Il n'y a pas un grand beffroi, il n'y a pas une grande horloge au milieu de la gare, pas du tout. Ça ressemble plutôt à un palais florentin, donc c'est une gare un peu dissimulée, sauf qu'à l'époque, on voyait beaucoup mieux la grande halle métallique qui est à l'arrière et naturellement qui abrite les quais de la gare. Sous cette gigantesque structure de métal, 14 voies ferrées desservent l'ensemble des quais à l'arrière du bâtiment voyageur. Une partie de ces quais est réservée aux militaires. Une condition imposée par la nouvelle armée en place afin de pouvoir acheminer du matériel et des troupes par convois entiers.
L'ensemble de ces voies pénètre dans la ville intramuros par 2 tunnels ferroviaires percés sous la fortification, au nord et au sud de la gare. Pour empêcher toute intrusion étrangère nocturne à l'intérieur des remparts, des portes blindées sont même ajoutées pour sécuriser l'entrée des tunnels. Chaque fois qu'un urbaniste ou un ingénieur civil dessinait un projet, il y avait toujours un militaire qui regardait par-dessus son épaule. Et la gare de Strasbourg a aussi un enjeu stratégique, d'où sa position. Elle se trouve sur un boulevard, et un boulevard qui permet de déployer les troupes et de les expédier aux différents points importants de la ville, et notamment vers le pont du Rhin. On ne construit pas de gare à cette époque-là sans l'aval des autorités militaires et sans les conditions, le cahier des charges des autorités militaires. Donc ça reste tout à fait fondamental. Et il est donc prévu, effectivement, à l'arrière de la gare, des quais de déchargement militaires. Mais comment faire de ce bâtiment ultra sécurisé un véritable modèle d'efficacité? Pour l'architecte Johann Eduard Jakob Stahl, qui dessine la nouvelle gare, l'enjeu est de taille. Ce bâtiment doit être capable d'absorber facilement le trafic ferroviaire d'une ville en pleine extension, dont la population est sur le point de doubler. C'est une gare aux normes contemporaines, c'est-à-dire non pas une gare en terminus, en cul-de-sac, mais une gare linéaire. Et plusieurs lignes partent de cette gare. Les Allemands veulent fluidifier le trafic, ils veulent une gare intra-urbaine et surtout une gare de transit, où l'on peut effectivement aller de Paris à Berlin sans devoir changer de locomotive, sans une perte de temps qui pouvait être relativement importante. Mais la vraie nouveauté, celle qui permet de gagner encore plus en efficacité, c'est l'organisation de la gare sur 2 étages. L'accueil et le tri des voyageurs selon leur destination a lieu au rez-de-chaussée, dans un hall de départ monumental. Les trains, eux, sont à quai au-dessus de cette zone voyageur, au premier étage. Entre les deux, une série de couloirs, de tunnels et d'escaliers. De quoi permettre la répartition des flux tout au long du quai, en évitant le traditionnel bouchon d'un quai à accès unique. Ce mode de construction, cette construction des quais à l'étage, si vous voulez, permet effectivement au public, des voyageurs, de rentrer dans des vastes tunnels et ensuite de monter à gauche et à droite pour rejoindre les quais. Donc ça permet une certaine fluidité de l'écoulement des passagers, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, où ils reviennent par d'autres escaliers. Une architecture modèle qui préfigure déjà ce que seront les grandes gares du XXe siècle. Un bâtiment unique en son genre, conçu comme une sorte de vitrine de la technologie allemande. C'est aussi un édifice qui est très moderne. Il est éclairé à l'électricité dès le début, avec une centrale au gaz pour fabriquer cette électricité spécifique à l'édifice. Et c'est le premier bâtiment, d'ailleurs, strasbourgeois, qui est entièrement électrifié. Donc là, il y a vraiment une volonté d'épater, d'une certaine façon, d'épater la galerie, on dirait aujourd'hui. Surtout que sur la place, il y a 2 grands mâts de 22 mètres de haut, avec des lanternes au sommet. Et donc tout ça, on a des témoignages de l'inauguration donc en 1883 qui montrent que les Strasbourgeois sont émerveillés. Donc il y avait évidemment cette volonté de taper un grand coup, mais pas un coup de poing, mais quelque chose qui permettait de séduire la population et de se la rallier d'une certaine façon, pour montrer que les nouveaux maîtres étaient capables de faire quelque chose de formidable. Pour compléter son chef-d'œuvre, l'architecte Jakob Stahl va imaginer un véritable joyau pour la gare de Strasbourg. Des salons ultra luxueux qui existent encore aujourd'hui, mais que peu de voyageurs connaissent. Ils sont réservés aux meilleurs clients de la SNCF. Voici les salons de l'empereur. Des plafonds à caissons, des tentures, des boiseries. Un espace entièrement conçu et aménagé lors de la construction de la gare pour accueillir dans le luxe la visite des plus hauts dignitaires de l'Empire allemand. Je ne sais pas s'il a été beaucoup fréquenté par les empereurs, Guillaume Ier et Guillaume II. Je ne suis pas sûr, d'après ce que j'ai pu lire, ils n'y ont jamais mis les pieds, mais je ne suis pas vraiment sûr, là je ne suis pas certain. En 1901,
près de 20 ans après l'achèvement de la construction de la gare, la rumeur de la venue de l'empereur Guillaume II lui-même court à Strasbourg. Alors, Jakob Stahl reprend ses plans et fait ajouter en urgence un pavillon le long de la façade principale de la gare. À l'intérieur, un escalier monumental et privé qui doit permettre d'accéder directement au salon sans avoir à emprunter les zones publiques. La cage d'escalier est éclairée par 4 gigantesques baies ornées de vitraux. Une décoration riche et symbolique à l'image de cette nouvelle gare qui devient l'une des réalisations les plus importantes de cette ville nouvelle. Il y a le bâtiment pour les voyageurs, pour les marchandises, pour les utilisateurs en quelque sorte. Et puis juste à côté, il y a le dépôt de machines. Il y a un château d'eau avec une architecture tout à fait remarquable. Il y a des ateliers. C'est vraiment une petite ville qui est imaginée autour du bâtiment de la gare. Une ville technique en quelque sorte. Avec ce quartier de la gare centrale, c'est tout le chantier titanesque de la Neustadt, la ville nouvelle, qui fait entrer Strasbourg de plein pied dans la modernité. Une création urbaine hors norme, sans aucun équivalent dans l'histoire de l'architecture française. La parenthèse allemande se referme après la Première Guerre mondiale et Strasbourg redevient française. Une nouvelle page qui se tourne dans une ville qui n'a cessé, en 1000 ans d'histoire, de se dessiner un nouveau visage à chaque fois qu'un changement politique majeur s'est profilé à l'horizon. Résultat, une structure urbaine unique en son genre, dotée de monuments qui, au fil des siècles, ont défini un caractère bien trempé. Riche, puissante, convoitée, orgueilleuse, Strasbourg puise aujourd'hui dans le secret de ses bâtiments de quoi justifier cette situation unique, celle de cette ville carrefour, posée à l'épicentre de l'Europe.